premier sujet à aborder sur ce plateau, c'est l'actualité relayée par presque tous les quotidiens parus ce jour. Il s'agit de la candidature ou du candidat enfin déclaré de la mouvance présidentielle. Ce sera le premier sujet à aborder sur ce plateau, bien évidemment avec Hugues Hector Zogo et Roland Laurent Toneikes. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également. Bonjour à nos téléspectateurs, bonjour également aux amis auditeurs de la Diaspora FM qui nous suivent en direct, à tous les internautes présents en ligne, je dis bonjour. Bonjour Roland Laurent Toneikes. Carole Olaye, bonjour. Une fois encore, bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour à toutes ces personnes qui ont pris l'habitude de nous suivre, que nous avons certainement manqué la semaine écoulée. Dieu a fait grâce. Nous sommes encore là ce matin pour opiner. Merci à chacun et à tous pour vos sollicitudes. On sera toujours là. Merci. Ravi de vous retrouver, chers collègues, sur ce plateau. Alors, Hugues Hector Zogo, présidentielle 2026, Romuald Ouadani, candidat de la mouvance. Quelle est votre lecture? Je voudrais remercier le président sortant, le président Patrice Talon, qui vient de permettre à notre nation, une fois encore, d'apprécier ce que c'est que le sens du leadership politique. Vous savez que depuis quelques mois, beaucoup se posaient des questions. Est-ce que le chef de l'État, Patrice Talon, va pouvoir laisser le pouvoir d'État et permettre que notre nation continue de vivre ce qu'on peut appeler l'alternance à la tête de notre République? Il vient donc, à travers cette décision qui a été prise depuis pratiquement hier, je vais dire, de permettre aux sceptiques de croire que, effectivement, le chef de l'État, il a cette volonté manifeste de laisser notre pays tel qu'il a retrouvé, c'est-à-dire laisser le pays dans la paix. Parce que aller aux élections, respecter la Constitution, qui stipule que vous n'avez que 2 mandats à pouvoir faire et arriver à l'admettre, je trouve que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on a le candidat Romuald Ouadani qui est connu et on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est un bon choix fait par la mouvance présidentielle? Est-ce que les différents acteurs, que ce soit du bloc républicain, de l'Union progressiste, le Renouveau, de Renaissance nationale, de Mouel Bénin, auront tout ce qu'il faut comme carte pour démontrer qu'effectivement ce candidat-là est le meilleur choix pour notre pays à partir de 2026. En tout cas, pour le peu qu'on sait, on peut se permettre de dire un candidat de la cinquantaine à peine se retrouve à avoir 49 ans. C'est un premier signal. Le signal de ce que le chef de l'État et les différents acteurs de la mouvance font désormais confiance à la jeunesse de notre pays. Considèrent que l'on peut briser le mythe selon lequel il fallait que vous soyez d'un certain rang social, que vous soyez d'un âge donné pour vous retrouver pratiquement à la tête de notre pays. Depuis 1990, où nous nous sommes retrouvés dans le processus démocratique, c'est pratiquement la toute première fois que cette histoire-là se vit chez nous. À la tête d'autres institutions, c'était venu déjà. Quand je prends ne serait-ce que le cas du professeur Joseph Yobwenu, à moins de 50 ans, très vite, il s'est retrouvé à occuper tout ce qu'il y a comme poste jusqu'à finir à la Cour constitutionnelle. Et on peut à un moment donné se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu cette guerre de leadership, par exemple entre le professeur Joseph Yobwenu, président du plus grand parti politique ayant plus de députés à l'Assemblée nationale, et le candidat retenu.
ça voudrait dire qu'il y a une forme de sagesse qui a été nourrie. Il y a quelques semaines en arrière, on parlait un peu de cette indiscipline au regard quand même des déclarations qui se faisaient à tous azimuts par des acteurs de la mouvance. Mais très vite, la récréation s'est achevée. Le chef de l'État a dû mettre un terme à ce désordre-là qui commençait par prendre corps. Et il y a quelques mois en arrière aussi, on nous annonçait cette candidature-là, en tout cas la désignation du candidat, on l'annonçait courant octobre. Qu'est-ce qui a pu faire que aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé au niveau du calendrier, au niveau du timing politique, pour que ce soit pratiquement à la veille du mois de septembre qu'on ait connu ce candidat-là? Vous auriez dû remarquer sur la toile, par exemple, même des acteurs de l'opposition, même des jeunes qui soutenaient l'opposition, parviennent à dire oui, ça c'est un meilleur candidat. Parce qu'il a été quand même, il est ministre d'État à l'économie et aux finances, il aurait pu se mettre dans la posture d'un ministre Vuvuzela par exemple, mais le ministre d'État Romuald Wadanyi est toujours resté constant. D'abord, c'est un technocrate, c'est un cadre émérite, et il détient quand même plusieurs aptitudes en termes de leadership. Et au lieu de rester arrogant, par exemple, au regard du poste ou du portefeuille ministériel qu'il détient, il s'est retrouvé très effacé. Donc la grandeur peut se retrouver dans l'effacement. Certains confrères lui ont posé la question, il y a 4 ans, de savoir est-ce qu'il ne serait pas possible pour lui de briguer le poste de la magistrature suprême. Il n'a pas manqué de signifier clairement que ce n'était pas le plus important pour lui. Le plus important, c'est qu'il parvienne à faire concrètement ce qu'on lui a demandé de faire en tant que ministre d'État chargé de l'économie et des finances, de toujours bien faire tout ce qu'on lui confie. Et aujourd'hui, unanimement, on peut quand même se permettre de dire que c'est un très bon casting qui a été fait par la mouvance politique. On va espérer les jours à venir que l'opposition aussi puisse emboîter le pas et que ça puisse nous permettre d'ouvrir effectivement le débat. Parce que là, on a besoin d'ouvrir le débat pour savoir qu'est-ce que chaque candidat propose, que ce soit au niveau de la mouvance, tout comme au niveau de l'opposition. C'est vrai que au niveau de la mouvance, on va se baser un peu plus sur ce qui a été réalisé depuis pratiquement 9 ans, bientôt 10 ans, par le chef de l'État, réalisation d'infrastructures, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan éducatif, que ce soit la qualité des infrastructures routières dont on parle de plus en plus, que ce soit l'ouverture vers la digitalisation, l'administration aujourd'hui qui se modernise de plus en plus. On a l'exemple avec l'institution qui doit organiser les élections, je parle de la Sénat. On a aussi, par exemple, cet engagement farouche de lutter contre la corruption, même si vous vous retrouvez aujourd'hui à appartenir à la mouvance politique et que l'on arrive à relever le fait qu'il y a des imperfections par rapport à votre gestion économique, on a la possibilité de vous envoyer devant la justice, vous répondez de vos faits. Donc, tous ces éléments-là sont mis aujourd'hui à l'actif du candidat, le ministre d'État Romuald Wadanyi. Après ça, on verra lui-même en tant que cadre, est-ce qu'il détient toutes les compétences, est-ce qu'il a les aptitudes nécessaires pour diriger un pays comme le Bénin. J'insiste là-dessus, diriger un pays comme le Bénin, parce que le Bénin n'est pas un État comme les autres. Voyez-vous. Donc, il y a ça, et maintenant l'opposition aussi va se tabler un peu plus sur la figure de l'ancien chef d'État Boni Yayi, qui est resté durant toute sa mandature basé sur ce que beaucoup appellent le social. Donc, on se retrouvera sans aucun doute avec un candidat dont l'orientation de vie se tourne beaucoup plus vers l'économie du pays, parce que, ne l'oublions pas, quand on s'est retrouvé à la conférence des forces vives de la nation de février 1990, il y avait 2 axes principaux sur lesquels il fallait travailler pour permettre à notre pays de sortir de cette crise des années 88 et 89. La première, c'est, je vais dire, la réforme politique.
Et la deuxième, c'est la réforme économique. Mais de 1990 jusqu'à l'arrivée du président Patrice Talon, tous les acteurs politiques se sont accentués sur la réforme politique sans s'intéresser effectivement au cœur de l'économie. Il aura fallu que le président Patrice Talon vienne pour redéployer en fait le mode de gouvernance vers le secteur économique. Donc, vu le profil du ministre d'État qui a été retenu aujourd'hui comme candidat, on peut se permettre de dire que ce sera la continuité. Un peu plus de réformes, engagement sur le secteur économique. La politique va être de plus en plus reléguée à l'arrière-plan. En tout cas, pour ceux qui doivent se retrouver en politique, ça doit forcément être fait sur ce qu'on appelle le mérite. Oui, oui, Carole Laye, je crois que déjà, au-delà de tout, il faut saluer cette chance qu'a Romuald Wadaye, ministre des Finances, ministre d'État, d'être choisi candidat de la mouvance présidentielle. Je sais que, oui, tout le monde dans la mouvance pratiquement communique. Est-ce que c'est que joie? Dieu seul sait. Ce que je sais, c'est que le chef de l'État avait promis que le candidat qui va lui succéder, notamment après les élections s'il est choisi, parce que déjà, il faut quand même faire remarquer que depuis hier, beaucoup de Béninois s'amusent à déjà plébisciter Romuald Wadaye, président de la République, comme s'ils ils ont déjà voté à la place des 7 ou 8 millions d'électeurs. Il n'est pas encore président de la République, il est candidat et c'est le peuple qui décidera dans les urnes. Alors, le chef de l'État avait souhaité que son candidat ne doit pas dépasser 55 ans. Il a tenu cet engagement. On a vu quelqu'un faire le tour du Bénin. Fort malheureusement, il a eu 56 ans le 20 mars dernier. Il a été le premier aussi à communiquer pour reconnaître que c'est son candidat, Romuald Wadaye. Donc il faut comprendre, il faut savoir lire entre les lignes pour comprendre que ce que j'ai toujours de tout temps dit ici, que les gens feront leur tour, déclareront que ce soit Oubi et Obi qu'ils seront candidats, réunion diurne ou nocturne pour dire qu'ils seront candidats, mais que le choix viendra et s'imposera à tout le monde. On le découvre tous ensemble maintenant. Alors, sur la personne de Romuald Wadaye, je ne vais pas m'aventurer à analyser le personnage pour le moment. Je crois que ceux qui nous suivent m'excuseront de ne pas le faire ce matin pour des contraintes personnelles, des engagements personnels. J'attends peut-être que le candidat du Parti des démocrates soit mis sur le tapis et puis on va comparer pour faire des analyses. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que, oui, le chef de l'État a fait le choix de la jeunesse. Cette jeunesse, oui, qui a de tout temps réclamé avoir le pouvoir. C'est fortement à saluer. Oui, justement, cette jeunesse qui a de tout temps demandé à prendre le pouvoir parce que, oui, lassé de voir des vieux de 80 ans se déclarer encore jeunes et être aux commandes, et mettant les jeunes comme étant des boucliers humains qui les protègent ou soit des éléments qui les accompagnent dans leur ascension politique, il faut, oui, à un moment donné, faire la démarcation. Maintenant, est-ce le bon choix? Oui, pour la mouvance, ça va forcément être un bon choix. Est-ce le bon choix pour tout le peuple béninois? Forcément, le débat se fera en son temps. Et argument contre argument, dossier contre dossier, information contre information, vérité contre vérité, le peuple tranchera en avril 2026. Roland Toneikes, plusieurs personnalités ont applaudi cette désignation qui aujourd'hui... Si vous pouvez citer les personnalités, parce qu'après, je pourrais vous dire les personnalités qui ont applaudi, je vous donner les noms, et je pourrais vous peut-être faire l'effort d'analyser. Au bout de ma question. Oui. Je disais, avec les déclarations de ces personnalités politiques, on dirait que Wadaye, Romuald Wadaye est le candidat consensuel. Mais est-ce une réelle cohésion ou une façade d'unité? Alors, là, vous m'obligez peut-être à dire quelque chose de très important. Nous sommes dans un processus électoral. Nous allons vers les élections générales de 2026, il y aura les élections législatives et communales. Le vrai problème actuellement, il y a le problème des positionnements sur les listes pour les communales et les législatives. Vous ne verrez aucun membre
de la mouvance présidentielle s'opposer par rapport à ce choix et se prononcer courageusement. Les vraies réactions vont venir dès lors que ces listes pour les communales législatives seront rendues publiques. Et ceux qui, tout le temps, sont dans le silence ou dans leur, si vous voulez, moi je le dis, ça n'engage que moi, dans leur hypocrisie politique, vous verrez la vraie face. Parce que pour le moment, personne ne va oser dire « Ah non, pourquoi c'est lui? Non, on n'est pas d'accord, il n'est pas parce qu'on ne le sent pas. » Personne ne le dira parce qu'on espère être sur la liste pour être chef d'arrondissement, conseiller communal, pour être maire, pour être député. Donc personne ne parlera pour le moment. Et vous allez constater que oui, ça va dans tous les sens depuis hier. Chacun veut mettre la photo de Wadayi sur son statut pour montrer qu'il s'aligne derrière le choix. Mais est-ce que dans leur cœur, dans la mouvance présidentielle, est-ce que véritablement ce choix fait l'unanimité? C'est au terme de ces listes-là, en tout cas de la publication officielle de ces listes, qu'on saura si véritablement c'est un choix de cohésion et que les gens s'alignent véritablement derrière le choix. Derrière, pour le personnage, on n'a rien à dire pour le moment. Parce que oui, c'est un cadre béninois qui a fait ses preuves, ministre des Finances, qui a reçu des prix au plan international. Et la gouvernance talon aujourd'hui, si à bien des égards, on peut être lui décerner des satisfecits, il a été un acteur essentiel. D'ailleurs, n'oubliez pas que quand on a amputé, en tout cas le ministère du Plan de Développement, c'est à lui qu'on a confié ça. Et quand on a enlevé la coopération au ministère des Affaires étrangères, c'est à lui qu'on a confié ça. Et donc, oui, ministre d'État, plein pouvoir, qui a montré ses preuves, qui certainement a rassuré le chef. Mais dans la formation, dans l'ensemble de la famille politique, je pense que le débat ne se fera pas pour le moment. Vous allez voir beaucoup de personnes rire, mais au fond... Mais écoutez, moi, j'ai fait l'exercice, et ça c'est de mes habitudes. Quand je vois ça comme ça et que les gens parlent, je fais l'effort quand même d'écouter 2-3 personnes. Et je regarde leurs réactions. Et quand certains vous disent des choses à peine voilées, vous comprenez à demi-mot. Mais attention, moi je continue de dire oui, Wadayi, choix de la jeunesse, oui, choix du chef de l'État ou du gouvernement si vous voulez, parce que personne ne vous dira que c'est le choix du chef de l'État, on vous dira que c'est les formations politiques qui sont entendues pour désigner Wadayi comme candidat. Et donc l'un dans l'autre, oui, c'est un choix de la mouvance a pensé, repensé et a décidé que ce soit Wadayi, wait and see pour la suite. Hugues Hector Zogo, oui. La même question pour vous. Une réelle cohésion ou façade d'unité autour de Romuald Wadayi? Vous savez, il faut partir du nom Wadayi. Il faut partir du nom Wadayi et voir qui, en réalité, a donné vie au ministre d'État. Nous parlons d'abord de Nestor Wadayi, il a été pour la République du Bénin. Une grande figure, un cadre qui aura tout donné pour notre pays. Et pourtant, vous voyez, aujourd'hui, il n'est plus là. Paix à son âme, il n'est plus là. Je pense que s'il y a un regret que le ministre d'État, Romuald Wadayi, serait en train de vivre aujourd'hui, s'il y a une douleur qui serait en train de l'animer, c'est la perte de son père, il y a quelques années en arrière. Et quand vous parcourez l'histoire de son père, vous vous rendez compte que c'est un acteur de paix. C'est un véritable bâtisseur de paix sociale. Et donc, durant son parcours, les différents acteurs politiques qu'il a eu la chance de connaître et qui sont encore présents aujourd'hui, que ce soit au niveau du bloc républicain, que ce soit au niveau de l'Union progressiste, le Renouveau, que ce soit au niveau de Renaissance nationale et même au niveau de Mouel Bénin, ces acteurs politiques ont gardé de très bonnes relations avec le père à l'actuel ministre d'État. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que vous voulez? Que les gens puissent combattre l'enfant d'une personne extraordinaire qui aura tout donné pour notre pays. Je me rappelle encore quand il était au Conseil économique et social,
avec quel engagement il a servi la nation Bénin. Donc pour moi, est-ce que c'est un choix de façade? Est-ce que c'est également, ou c'est un choix qui nous permet de vivre effectivement ce qu'on peut appeler la cohésion ou bien l'unité? De vous à moi, où retrouve-t-on la cohésion au sein d'une formation politique? Il y aura forcément un leader qui aurait souhaité que ce soit lui. Ben, à partir de ce moment-là, on ne peut pas avoir de la cohésion totale. Mais le plus important, c'est de parvenir quand même à s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir le meilleur profil pour la mouvance. L'essentiel aujourd'hui, c'est que la mouvance arrive à taire les égos de quelques acteurs qui auraient de droit réclamé, occuper par exemple ce poste-là. Mais au regard d'un certain nombre d'éléments, ne pourront pas briguer le poste de magistrature suprême. Ne l'oublions pas, un parti politique travaille pour conquérir le pouvoir d'État. Alors, que ce soit votre personne, que ce soit votre personnalité, ou que ce soit quelqu'un d'autre au sein de votre formation politique, si vous êtes effectivement un bon militant, l'attitude à adopter, c'est d'accepter le choix juste de la majorité. On se retrouve dans un régime démocratique et la loi de la majorité passe sur celle de la minorité, même s'il ne faudra pas brimer la minorité. Donc pour moi aujourd'hui, ce qui a été fait au niveau de la mouvance, c'est un acte responsable, c'est un acte salutaire. Mais écoutez, on est parti de très loin. Il y a quelques années en arrière, avant qu'on ne connaisse des candidats aux élections présidentielles, comment ça se passait? C'était des jeunes qu'on rassemblait. Pour la plupart du temps, c'était ces jeunes-là qui prenaient la parole pour susciter la candidature, déjà à 3 ou 4 ans des élections. Est-ce qu'on a eu droit à ça aujourd'hui? Hugues, Hector Zogo, vous l'aviez laissé entendre tout à l'heure, Romuald Wadayi, figure technocrate aujourd'hui face aux défis politiques. Ma question est de savoir s'il est préparé à l'épreuve politique. C'est une belle question. C'est une très belle question parce que je vous disais tout à l'heure, nous avons en face de nous un cadre, mais qui veut aujourd'hui gouverner le Bénin, un État pas comme les autres. Mais il faut de la rigueur, il faut de la discipline. Et quand vous suivez très bien comment est-ce que le ministre d'État, Romuald Wadayi, a travaillé sous le leadership du président Patrice Talon, vous vous rendez compte que c'est un homme discipliné. Excusez-moi de le dire de cette manière. C'est un homme qui a de la rigueur. Regardez les différents cadres qui travaillent avec lui au sein du ministère. Je prends ne serait-ce que le cas de la Direction générale des impôts. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme réforme au niveau de cette direction-là. Vous aviez vu comment est-ce qu'on est parvenu à digitaliser le système monétaire. Regardez comment est-ce que les entreprises aujourd'hui peuvent se créer en intervalle de 24 heures, 48 heures au plus, sans que vous ne soyez en mesure de sortir 1000 francs et de glisser pour dire ça c'est un pot de vin. Il y a quelques années en arrière, on ne pourrait pas vivre ça dans notre pays. Aujourd'hui, c'est un fait. Et d'autres États de la sous-région prennent ça en exemple. La question fondamentale, est-ce que c'est un acteur politique? La politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est l'art de bien diriger, l'art de bien gouverner. Romuald Wadayi, ministre d'État de l'économie et des finances, qu'est-ce qu'il a pu nous présenter? Les réflexions pourront partir de là. La politique, ce n'est pas le fait de prendre un cousin, de prendre une nièce, de l'installer au cœur d'une institution alors qu'il ne détient peut-être pas le diplôme adéquat. La politique, ce n'est pas de laisser un acteur qui se retrouve au sein de la même formation politique que moi bénéficier d'un marché public. Vous avez vu tout ce qui se met aujourd'hui en place pour, je vais dire, pousser ces acteurs qu'on appelle les PRMP à effectivement donner vie à la transparence.
Regardez les concours d'État qui s'organisent dans notre pays. Tout ça, c'est de la politique. Vous me direz peut-être, est-ce qu'il est apte à affronter les jeux de couloir? Oui, les jeux de couloir, c'est vous qui donnez l'autorisation. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vient pour que vous puissiez vous mettre en compromission, et vous savez lui dire, halte, avec moi, il n'y a pas de compromission, vous bénéficiez de 10 000 francs parce que c'est l'équivalent de ce que vous méritez, mais la personne va le comprendre. Vous avez vu le cas, un dernier exemple, vous avez vu le cas, Maître Adrien Rungweyi, qui a voulu, il y a quelques mois, faire du chantage politique, mais ça s'est arrêté assez vite, parce qu'on lui a fait comprendre, et je le disais sur ce plateau, je disais s'il continuait de cette manière-là, ce serait sa mort politique. Sans Maître Adrien Rungweyi aujourd'hui, vous avez vu le résultat qui est là. Donc ne nous leurrons pas. On peut aller aujourd'hui aux urnes et la mouvance va être battue. On n'est pas encore à ce niveau de débat, parce qu'avant de faire ce débat-là, il faut qu'on connaisse le candidat de l'opposition. Mais à l'instant où nous nous retrouvons, le choix présenté par la mouvance présidentielle, je dis, c'est le meilleur casting qu'ils ont pu réussir. Et ça, on attend le casting de l'opposition aussi. À partir du casting de l'opposition, on saura, il y a beaucoup qui, par exemple, demandent à ce que Nouroudine Saka Saleh puisse se retrouver candidat de l'opposition. Mais ne l'oublions pas aussi, on a l'honorable Éric Oundété, un très bon cadre de notre pays, qui aurait pu aussi valablement représenter l'opposition. Ça nous aurait permis d'avoir quand même de très bons candidats, de très bons profils, que ce soit au niveau de la mouvance, tout comme au niveau de l'opposition, pour aller aux élections. Maintenant, le peuple pourra décider de qui il juge opportun pouvoir briguer cette mandature-là. Roland Toneinkes, la même question pour vous, figure technocrate face aux défis politiques aujourd'hui. Est-ce que Rumia Douadagné est préparé à affronter les épreuves au plan politique? J'avais dit que je ne voulais pas trop opiner sur sa personne. Je continue de dire que je ne voudrais pas. C'est des analyses, c'est des questions. Oui, justement, parce que opiner sur sa personne reviendrait à dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et les gens ne veulent pas entendre ce qui est mauvais. Les gens ne veulent pas entendre qu'on dise ce qui est bien et en même temps ce qui est mauvais. Je pense que sur sa personne, je me garde de parler pour le moment. J'attends que les démocrates sortent leurs candidats, on va analyser, comparer. Vous êtes d'accord que c'est un challenge aujourd'hui pour l'opposition? Est-ce que vous partagez cet avis? Je partage cet avis et là je réponds tout de go oui. C'est un défi pour l'opposition de choisir ou de trouver le bon challenger. Autrement, oui, ils viendront après, on viendra après pour dire oui, il y a ci, il y a ça. Je crois que le Parti des démocrates doit travailler aujourd'hui à ne pas faire l'erreur de suivre, de faire plaisir. Il faut faire le choix de la raison, plutôt que de vouloir faire le choix du cœur. Parce que quand vous avez un gouvernement en face de vous qui fait son choix, et vous voyez à la une de tous les journaux aujourd'hui, tout le monde parle le même langage, c'est le bon choix. Certains l'ont fait déjà dans le fauteuil présidentiel. Quand vous avez ça en face, vous réfléchissez sur quel choix faire pour peut-être déjouer les pronostics. Et donc oui, c'est un souci, et je n'aimerais pas être à leur place pour le Parti des démocrates aujourd'hui, c'est un souci pour eux aujourd'hui de regarder, de réfléchir. Parce que oui, on a dit qu'il y aurait des primaires au sein de la mouvance, oui, on a pu voir un certain Fred Renou qui s'est lancé pour être candidat aux primaires du Parti Bloc républicain. On lui a coupé les herbes sous les pieds, il se retrouve à supporter, qu'il le veuille ou non, le candidat de la mouvance. Donc, du côté de l'opposition, y aura-t-il des primaires? Est-ce que véritablement les gens vont faire le choix de façon démocratique ou bien en réalité, la voix de Boniaï sera prépondérante et va s'imposer à la foule ou au groupe? Je n'en sais rien. Wait and see. Et dès lors que nous aurons le candidat du Parti des démocrates, on se permettra, et sans crainte, de mettre sur la table ce conseil des deux. De façon très claire,
Est-ce que Wadani est l'homme qu'il faut pour assurer la dynamique, maintenir les actions du gouvernement? Je ne suis pas Patrice Talon. Patrice Talon est le seul à vous répondre à cette question pour vous dire si c'est la personne idéale pour assurer sa continuité ou non. Il a dit, à bien des égards, il ne cherche pas quelqu'un pour assurer ses arrières. Autant de discours du chef de l'État. Et puis, aujourd'hui, est-ce que c'est la personne idéale? Je suis journaliste, j'analyse la personnalité. J'en sais ce que je sais. J'ai mon opinion sur la personne. Ses points forts, j'approuve, j'applaudis. Ses points faibles, on peut en parler. Véritablement, le peuple, Patrice Talon vous répondra positivement, certainement, et le peuple décidera en avril 2026. Pour finir sur le sujet, Hugues-Hector Zogo, Romuald Wadani est-il l'homme qu'il faut pour pérenniser les actions du chef de l'État? Vous savez, Romuald Wadani n'est pas l'homme qu'il faut pour pérenniser les actions du chef de l'État, mais il est l'homme qu'il faut pour faire accompagner l'équipe qui doit pouvoir pérenniser les actions du chef de l'État. Donc, il est en réalité le leader qui doit accompagner les différents acteurs se retrouvant au niveau des formations politiques et même au niveau de la vie de la société civile. Parce que dire qu'il est l'homme qu'il faut, c'est considérer un instant qu'il se retrouve être le seul. On dit une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Et pour le peu de temps, en tout cas les 9 ans de gestion qu'on a pu constater avec le ministre d'État Romuald Wadani, je peux me permettre de dire sans fausse modestie qu'il est ce leader-là qui pourrait effectivement apporter le consensus. Vous avez vu, il y a quand même des figures sur lesquelles on doit pouvoir s'appesantir un peu quand on parle de cette démarche-là qui a été menée par la mouvance présidentielle. Je prends ne serait-ce que le cas du ministre Abdoulaye Biotchane. C'est vrai qu'au regard de notre loi fondamentale, il n'a plus la possibilité de se présenter candidat aux élections présidentielles. Mais reconnaissons et saluons aussi la manière avec laquelle il a pu permettre à notre État de connaître ce choix-là aujourd'hui. Il aurait pu, en tant que leader d'une si grande formation politique, chercher aussi à imposer un candidat. On ne pourrait pas le lui refuser. Voyez-vous? Donc, pour moi, il y a quand même une sorte de... Qu'est-ce que nous voulons pour le Bénin? Nous avons commencé un travail en 2016. Nous l'avons fait avec une équipe. Il se retrouve au gouvernement du président Patrice Talon. Il a travaillé jusque-là avec le ministre d'État Romuald Wadani. Et donc, s'il arrivait qu'il ait dit « Non, moi je ne souhaite pas que ce soit ce choix-là », ça voudrait dire qu'en réalité, même au cœur du gouvernement, il y avait une guerre de leadership. Moi, je ne suis pas surpris de voir plusieurs personnalités prendre la parole, que ce soit des ministres ou des ministres conseillers. En l'occurrence, Madame Claudine Afiavi-Prudencio, la présidente du parti Renaissance nationale. Je ne suis pas surpris parce que tous ces acteurs-là se sont retrouvés à travailler avec le ministre d'État qui est retenu. S'ils n'étaient pas d'accord avec la manière dont il travaillait au sein du gouvernement, c'est sûr qu'on aurait eu des éléments, on aurait eu des échos. Mais personne n'a vu venir, par exemple, le choix. Personne n'a vu venir le choix. Tout le monde était dans la dynamique de « Oh, attention, le chef de l'État est en train de mettre en place des stratagèmes pour briguer un 3e mandat constitutionnel. » Il a rencontré son collègue de la Côte d'Ivoire qui se prépare à briguer un 4e mandat. Les gens ont beau faire d'utiliser ces images-là pour les mettre sur Internet. Nous avons de la mémoire. Il faut saluer, il faut vraiment saluer cette démarche du président Patrice Talon de ne pas briguer à la tête de notre pays un 3e mandat constitutionnel. Il faut saluer tous les leaders politiques, tous les leaders se retrouvant à la tête des partis politiques de la mouvance. Je parle de Mouel Bénin,
je parle de Renaissance nationale, je parle du bloc républicain et je parle de l'Union progressiste, le renouveau. Donc ça fait 4 leaders. Il faut avoir le courage de saluer le travail qui a été fait. Le travail qui a été fait et qui nous aura permis, sans tambour ni trompette, de connaître un grand candidat. Moi, je suis très heureux de ce qui a été fait parce que je me dis, OK, ils sont prêts. C'est une manière de dire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller aux élections présidentielles. Si la mouvance est prête, que l'opposition le soit aussi. Et donc que l'opposition nous permette désormais de connaître son candidat pour que le débat se fasse. Parce que si la mouvance ne l'avait pas fait, on serait en train de se dire c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse le débat. Maintenant que le choix de la mouvance est fait, nous, en tant que journalistes, nous sommes prêts à faire le débat. Mais un débat ne se fait qu'avec 2 acteurs portant différentes casquettes. Il y a la mouvance et il y a l'opposition. La mouvance, elle est prête. On attend l'opposition maintenant pour que le débat se fasse et qu'on sache effectivement qu'est-ce qui est prévu de 2026 à 2031 au niveau du secteur de la santé, au niveau du secteur de l'éducation, au niveau du secteur de la sécurité, au niveau du secteur de la défense, au niveau du secteur de l'urbanisation, au niveau du secteur du cadre de vie. Tout ça urge et nous n'avons plus suffisamment de temps pour le faire. Le choix de l'opposition est attendu. Voilà ce que je pourrais dire pour conclure ce débat. Pour conclure sur le sujet. Oui, avant de parler, je voudrais juste que vous m'aidiez à comprendre le sens du mot en Yoruba, Forankabale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Foran. Ou bien Forankabale. Forankabale, apaise ton cœur. Justement, merci. Je voudrais demander à tout le monde d'apaiser le cœur. Parce que le choix d'un dauphin n'est pas synonyme ou symptomatique de ce que tout est allé si vite et bien. Un dauphin, c'est un choix. Et si tout devrait être confirmé, il faut que les élections se tiennent à bonne date, sans exclusion, pour le bonheur du peuple béninois. Merci. Nous sommes en plein dans les tractations politiques au Bénin. Nous allons nous intéresser à présent à la réhabilitation de Samou Seydou Adambi, moment propice pour les acteurs politiques de BR d'unifier ou de porter l'union entre on peut parler de la réconciliation entre Adambi et Gbadamosi. Deuxième sujet à aborder sur ce plateau. Déjà, quelle lecture faites-vous de la réhabilitation de Samou Adambi au lendemain du choix du candidat de la mouvance? Bon, ça a été fait avant, hein, c'est pas au lendemain. Ce dimanche. Oui, ok, oui, justement. Ce dimanche, hier donc. Non, vous n'avez pas eu de réhabilitation. La réhabilitation, la note était déjà partie avant ça. Alors, quelle est votre lecture? Non, je crois que véritablement, oui, Adambi est un élément essentiel dans la 8e circonscription électorale. N'eût été peut-être sa présence, le parti n'aurait pas réussi à avoir le seul député de la 8e, dont Charles Toko est le suppléant qui a pu siéger à l'Assemblée nationale. Et donc, oui, les derniers déboires d'Adambi, à qui, à tort ou à raison, des affaires politiques ont été collées au point où ce qui a conduit à sa suspension, ça rendait davantage faible le bloc républicain dans la 8e. Et quand on regarde ça, ça n'arrangeait pas du tout la mouvance présidentielle. Et si dans cette dynamique, d'aucuns créditent, ou bien en tout cas, ce qui est dit, ce qu'on lit un peu partout, le candidat de la mouvance est du BR, et donc si le BR en arrivait à être affaibli dans une circonscription électorale, ça n'arrange pas ce candidat. D'abord, il faut quand même se réjouir de ce que des frères se revoient, parlent, mangent ensemble, boivent ensemble, discutent politique pour la victoire de leur camp politique. On a pu voir que cette guerre entre Adambi et Gbadamosi n'a pas du tout servi ces derniers mois la mouvance présidentielle dans la 8e. Maintenant, tout dépendra. C'est vrai, une chose est de faire la paix, ou bien de réussir à faire la paix entre les deux acteurs, Adambi et Gbadamosi, mais une chose est de voir comment est-ce que le positionnement se fera
pour les prochaines élections législatives dans cette localité, notamment les élections communales. Parce que n'oubliez pas, j'ai rappelé qu'en 2019, Gbadamassi était tête de liste et il a été élu député. Et puis subitement, en 2023, on le voit deuxième titulaire et Adambi premier titulaire comme suppléant Charles Tokor. Et Gbadamassi aurait peut-être des choses à reprocher à Adambi pour dire c'est moi qui étais le maître de la 8e, notamment Parakou, le buffle de Parakou que les gens, tel que les gens aiment si bien l'appeler. Il a toujours été député dans cette zone et notamment Parakou qui l'a beaucoup accompagné. Et quand on en arrive à voir que Adambi était de liste et que lui deuxième il perd son poste, c'est tellement il en a voulu longtemps à son frère Adambi. Donc est-ce que après cette union ou cette réconciliation, est-ce que Adambi sera tête de liste encore en 2026 ou bien c'est Gbadamassi qui reprendra la tête de liste et Gbadamassi et Adambi deuxième titulaire? Wait and see. Sauf que oui, à ce niveau, c'est à ce niveau qu'il y aura encore des problèmes si on n'y prend pas garde. Parce que oui, un mauvais positionnement dans la 8e qui relèguerait certainement quelqu'un au deuxième rang peut être fatal. Je ne sais pas, en fait, dans cette affaire, ça ne va pas être facile à gérer. Pourquoi? Parce que en 2023, qu'il vous souvienne que Adambi quand même était ministre au gouvernement, et le fait qu'après son élection, il pouvait laisser sa place à son suppléant Charles Tokor, ancien maire de Parakou, n'était pas un problème, parce qu'il a quand même son poste de ministre. Maintenant, il n'a plus de poste de ministre. Gbadamassi est ministre conseiller, Charles Tokor est en train de finir son mandat. Dans l'un ou l'autre des cas, Gbadamassi va vouloir s'affirmer, Adambi va vouloir s'affirmer, Charles Tokor également va vouloir s'affirmer. Quand on regarde tout ça dans la balance, la paix aujourd'hui, d'accord, la réconciliation, mais est-ce qu'au thème, au lendemain, et c'est ce que je disais tout à l'heure, au lendemain de la publication des listes qui ferait peut-être l'autre titulaire, avec la machine LD et Yaïboni qui veut, en griffe, être tête de liste de la 8e, qui voudra être deuxième sur la liste, qui voudra être premier, est-ce que la guerre de leadership, de positionnement ne va pas contribuer à la diviser encore une fois encore? De toute façon, ce serait de tout souhait que, quel qu'en soit le positionnement, qu'ils s'alignent et qu'ils fassent travailler, qu'ils travaillent pour leur formation politique, notamment pour la victoire de la mouvance, pourquoi pas. Hugues Torzogo, quel est aujourd'hui les probables impacts de cette réconciliation à l'heure des nombreuses tractations au plan politique? D'abord, quand vous parlez de réconciliation, il faut qu'il y ait réconciliation suite à des crises ou à des guerres. Moi, je ne sais pas s'il y a eu une crise entre Gbadamassi et puis son frère Samoa Dambi. Donc, pour moi, il n'y a pas matière à opiner sur une question de réconciliation. La seule chose que je sais, c'est que sa formation politique, le Bloc républicain, lui a permis désormais, à travers une note qui a été prise, de rejoindre son parti politique et de continuer par siéger au sein des instances de décision. Et donc, qu'est-ce que peut-être cette démarche du parti peut apporter aujourd'hui en termes de plus-value? C'est peut-être la question fondamentale qu'on doit pouvoir se poser. Et je trouve que Samoa Seydou Adambi, quand même, a été un ministre ayant servi valablement la gouvernance du président Patrice Talon en tant que ministre de l'énergie, des mines. Et il s'est retrouvé que dans un passé très récent, un ministre de la République a eu à faire des déclarations qui devraient même porter atteinte à son honneur. Et donc, l'attitude meilleure à pouvoir adopter, c'est de traduire l'intéressé devant la justice pour que clarification se fasse. Et effectivement, il a fait. Plus tard, il y a eu une commission d'enquête mise sur pied par l'Assemblée nationale et puis même le Haut Commissariat de lutte contre la corruption dans notre pays. On a eu le verdict, ou du moins... Haut Commissariat à la prévention. À la prévention de la corruption. On a eu le retour des différentes commissions. Et donc, ça nous a permis de comprendre qu'en réalité, ce qui était visiblement reproché à l'intéressé ne l'était pas.
parce qu'on a parlé de siphonnage. On a ouï dire que il était l'acteur qui s'est retrouvé pendant cette période-là à gérer les fonds de l'État au niveau du ministère concerné. Donc pour moi, le fait que le parti aujourd'hui arrive à demander à ce qu'il puisse reprendre sa vie politique et siéger au sein des différentes instances, c'est une manière de reconnaître effectivement que de par le passé, ce que certains lui ont reproché en termes de détournement de fonds et autres, que ce n'était pas du tout des faits avérés. Et ensuite, si à un moment donné, on a dû le suspendre des instances du parti, c'est parce qu'on a trouvé qu'il menait des activités sans pouvoir suivre réellement le calendrier du parti politique. C'est une note disciplinaire, c'est une mesure conservatoire. Maintenant, si le parti qui l'a démis à un moment donné de ses fonctions, après plusieurs mois, constate que l'intéressé s'est retrouvé encore à respecter les textes et lois en tant que militant, il n'y a pas autre chose à faire que de saluer cette démarche-là. Parce qu'une démarche disciplinaire, une mesure conservatoire, n'est pas pour faire du mal à l'intéressé. On vous met en garde, on vous rappelle ce qui relève de vos devoirs, ce que vous devez normalement faire en tant que militant du parti politique. Maintenant, si vous-même, vous prenez du recul et plus tard, vous vous dites, attention, ce qu'on m'a reproché là, il ne faudrait pas que je puisse continuer. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de reconnaître cet effort-là que vous avez fait. Donc, je crois que c'est dans cet esprit-là, dans ce sens-là, qu'on peut quand même se permettre de dire que le parti a très bien fait de faire appel à Seydou Adambi. Maintenant, pour le compte des élections à venir, le casting, est-ce qu'il va se retrouver tête de liste ou deuxième? Le plus important au sein d'une formation politique, c'est de gagner le pouvoir d'État, comme je le dis. Et ce n'est pas la personne de X ou Y qui compte, mais c'est le pouvoir d'État, conquérir le pouvoir d'État dans la légalité. Donc pour moi, ça va être une très bonne chose qu'il se retrouve aujourd'hui à prendre part encore aux instances de décision. Ça va être une très bonne chose pour lui de travailler sur le terrain, de démontrer qu'en réalité, il n'y avait pas de problème. On m'a sanctionné, je l'ai accepté, j'ai compris mes erreurs et désormais, je me comporte tel que le parti le souhaite. Ça, c'est une forme d'humilité, ma foi. Non, je crois qu'il faut repréciser que quand même, au-delà de cette fameuse déclaration de Paulin Apona à Parakou, il y avait une brouille entre Badamassi et Adambi. Parce que certains de Parakou pensaient que c'est Badamassi qui a fait dire à Paulin Apona ce qu'il a pu dire. Et donc, cette situation a mené une certaine mésentente entre les frères de Parakou. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu une photo circuler hier où Charles Tokor, député, au milieu des deux, et justement, parce que oui, il faut préciser, coulisse pour coulisse, que cette affaire, c'était bel et bien une réconciliation, parce que même le chef de l'État s'est impliqué personnellement pour qu'on en arrive à voir les deux ensemble avec Charles Tokor. Bon, et donc c'est pour ça que je dis que oui, c'est heureux, et il va falloir que, oui, Zogo fait bien de dire que ce n'est pas la personne de l'acteur politique qui compte, c'est le groupe qui compte. Mais est-ce que dans l'imaginaire du politique béninois, c'est le groupe qui compte ou bien c'est lui qui compte d'abord? Si on finit de répondre à cette question, on saura que véritablement en 2026, il y aura un challenge. Et il va falloir que, et c'est pourquoi j'interpellais Adambi, Badamassi, Tokor et autres pour dire au-delà de tout, il va falloir que quel qu'en soit le positionnement, qu'ils soient soudés pour la victoire de leur formation politique et notamment la continuité de la mouvance présidentielle. Merci Hugues Hector Zogo, merci Roland, Laurent, Tony Ikes.